Les Béninois sont très dangereux. Waouh. Quand vous venez au Bénin pour la première fois ou de l'extérieur, quand vous entendez parler du vaudou, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Moi non, parce que je suis chrétien et je n'ai pas peur du phare. Ah, je pas le nom. Je suis pas dedans. Les Béninois sont associés à la sorcellerie, au maraboutisme, à des choses très méchantes. Et il y a une certaine crainte qui est développée derrière les Béninois. Mais tu penses qu'en termes de niveau entre le Cameroun et le Bénin, qu'est-ce que... On peut pas comparer. Au Cameroun, quand quelqu'un meurt, on dit toujours qu'il est mort mystiquement. On ne meurt pas naturellement au Cameroun. Après, moi je pense que un truc avec le spirituel, c'est... J'ai l'impression que c'est une question de riche aussi. Mais moi je pense que ce sont généralement ceux qui n'ont pas les moyens qui s'adonnent même le plus. Ah, ce genre de truc. C'est comme les pauvres qui jouent beaucoup au loto. Parce que si tu veux faire quelque chose de grand, tu n'as pas idée de tout ce qui t'attend sur le chemin. En termes de bataille. Parce qu'on est très bon à gagner de l'argent, mais à faire travailler notre argent, C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est une compétence différente. Mais bien sûr, c'est pour ça que vous avez besoin de mon programme. Ah, on est tous closés, quoi. C'est un principe psychologique qui est extrêmement puissant. C'est ce que d'ailleurs les dragueurs utilisent quand ils disent qu'on va manger. Après, ils disent on va se reposer. Quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport. L'industrie de la formation pèse 3 fois plus que l'industrie de la musique. C'est fou. C'est plus que l'industrie de la musique. Ouais. Quand tu regardes la structure financière des gens, tu te rends compte qu'ils sont extrêmement exposés. Beaucoup de gens dans nos pays ne savent pas du tout ce que c'est qu'une assurance vie, ils ne savent pas du tout ce que c'est qu'une SCPI. Comment vous arrivez à reconnaître des business qui peuvent faire 1 milliard, des business qui ne peuvent pas faire 1 milliard? Le projet. Bonsoir, bonjour à tous. Ça dépend de à quelle heure vous nous suivez. Épisode spécial aujourd'hui parce que pour la première fois, d'abord on est 5 autour de la table. Généralement on est 3-4, mais pour la première fois on a break the record, on est 5. Ce qui veut dire c'est un épisode spécial qui s'annonce. Et aujourd'hui je suis avec que de gros calibres et avec le plus gros des plus gros calibres. On a Philippe Simon à la place. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Philippe, bienvenue à Cotonou. Merci. J'espère que tu passes un bon séjour. Jusque-là, oui. Jusque-là, oui. Et à côté de Philippe, on a Honoré Begum, le nouveau YouTuber dans le YouTube game. On a au milieu celui qu'on ne présente peu parce que lui, à chaque discussion informelle, maintenant, il prend l'émission en otage et il s'incruste, il est un peu partout. Et on a le seul et unique femelle, il était sur l'épisode avec Daniel, avec Nasty Nesta. Vous le connaissez aussi déjà. Donc aujourd'hui, on est encore ensemble pour un nouvel épisode. Mais épisode spécial, comme j'ai dit. Et j'ai envie qu'on commence par un sujet. Cotonou et le vaudou. Let's go. Let's go. Donc, moi, ce que je veux savoir, Philippe, c'est, et vous tous, déjà, est-ce que le vaudou te fait peur? Ou est-ce que, parce que lui-même, il est étranger, le vaudou, avant de venir à Cotonou, quand vous venez au Bénin pour la première fois ou de l'extérieur, quand vous entendez parler du vaudou, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Moi, non, mais il y a beaucoup de gens qui ont très peur des Béninois. Les Béninois sont associés à la sorcellerie, au maraboutisme, à des choses très méchantes. Et il y a une certaine crainte qui est développée derrière les Béninois. Parfois, on dit des vérités en rigolant, mais quand quelqu'un te fait une blague ou quelqu'un... Myriam, j'ai vu des sketchs où on drague une fille, elle dit « Mon copain est béninois ». Donc, et le gars arrête. Donc, dans l'inconscient des gens, les Béninois sont très dangereux. Pourquoi tu n'as pas peur de... Tu as dit tout à l'heure que toi, tu n'avais pas peur. Oui. Pourquoi tu n'as pas peur? Parce que je suis chrétien et je n'ai pas peur du phare. Ah, je pas le nom. Je suis pas dedans. Tu vois? Ça a commencé. Tu voulais le faire peur, mais là, c'est lui qui me fait peur. Non, je n'en ai pas peur. Tu peux dire que tu n'as pas peur du vaudou parce que le phare, ça n'a rien. Des frayants. Bon, ok, d'accord. Le spécialiste est là. Je n'ai pas peur du vaudou. Parce que c'est des vaudous d'ailleurs. Je crois qu'il y en a plusieurs, non? Ouais, plusieurs divinités, ouais. Ouais, il faut nous expliquer, il y a plusieurs divinités. Non, toi, est-ce que toi tu as peur? Parce que lui, il est togolais. Il vient du Maroc. Il a fait beaucoup la France aussi.
Donc, je sais que généralement, quand tu étudies en France, quand on grandit dans ce truc où, en fait, autour de nous, bah, on parle des Béninois en mode et tous ces trucs et tout. Mais est-ce que toi aussi, tu as ce truc? Est-ce que toi, tu as peur? Parce que lui, il a dit il a pas peur parce qu'il est chrétien. Tu vois, et Gadon Neti, quoi. Genre, il est attaché à quelque chose. Toi, est-ce que toi, tu as peur? Je suis produit du Togo, donc... mais le vaudou, c'est pas aussi fort au Togo qu'ici. Il y a le vaudou au Togo aussi. Il n'y a pas le vaudou directement, mais genre, ça dépend. Honnêtement, ça dépend de la zone, en fait, dans laquelle tu te... Les pratiques sont presque les mêmes. La danse du feu et tout, du coup, en vrai... Ah, il y a beaucoup de pratiques au Cameroun. Hein. Ah bon? Ça s'appelle pas vaudou, mais il y a beaucoup de pratiques. Beaucoup. Mais tu penses qu'en termes de niveau entre le Cameroun et le Bénin, qu'est-ce que... On ne peut pas comparer. En fait, le Bénin jouit d'une réputation. Voilà. C'est toute une question de réputation. Est-ce que dans les faits, c'est plus probant? Je ne suis pas sûr. Mais au Cameroun, quand quelqu'un meurt, on dit toujours qu'il est mort mystiquement. On ne meurt pas naturellement au Cameroun. Exactement comme ça au Bénin aussi. Hein. Donc, je pense que tout ça contribue à alimenter le mythe. Le mythe. Derrière une prétendue puissance qui serait capable de faire du mal. Mais on n'a pas vu son mal pendant la colonisation. C'est vrai. C'est vrai quelque part aussi. Hein. Quelque part aussi, on se demande pourquoi pendant la colonisation, on dit qu'on était aussi fort. Pourquoi on n'a quand même pas pu renvoyer les Blancs chez eux, quoi. Bon, moi j'ai vu la réponse à ça dans le truc là de Léopold II, la lettre de Léopold II, dans laquelle il disait aux missionnaires qui ne sont pas là pour faire découvrir en fait Dieu aux Africains, que les Africains connaissent déjà Dieu, mais qui sont là justement pour les convertir afin qu'ils délaissent leur fétiche de guerre. Ok. Ouais, dans la lettre Oui. de Léopold, oui, Mais est-ce que quand on fait ça, est-ce que les prêtres du vaudou, quand tu viens les attaquer, parce que pour arriver à ça, il faut déjà que tu sois intégré dans leur vie, qu'ils considèrent ta religion et qu'ils interagissent avec toi. Mais quand les colons sont arrivés, ils ne sont pas arrivés comme ça, ils sont arrivés avec des armes. Ils sont arrivés avec la violence, la brutalité. Donc il fallait qu'on réagisse, qu'on contre-attaque. Voilà. Et techniquement, on est censé utiliser tous les moyens à notre disposition. Ouais. Pourquoi on n'a pas utilisé ça? Ils ont beaucoup utilisé. Moi, j'ai beaucoup étudié l'histoire de, par exemple, Béanzin. Et il y a pendant un temps, Béanzin a combattu, tu vois, les colons, ils n'ont pas pu l'avoir, quoi. Mais au dernier moment, en fait, il avait demandé un rendez-vous, enfin, une entrevue avec le roi de la France. Qui s'est fait piéger, oui. Et le dirigeant avait peur qu'il utilise des pouvoirs mystiques justement sur lui. Et donc, au lieu de l'envoyer là, ils l'ont envoyé d'abord en Algérie. Enfin, ils l'ont baladé en fait dans plusieurs pays jusqu'à ce qu'il meure à Blida au Maroc, quoi, tu vois. Parce qu'ils avaient justement peur qu'il utilise ses pouvoirs mystiques sur eux. Et donc, j'ai l'impression que quand même, même les Blancs, ou bien même les étrangers, reconnaissent quand même, tu vois, la puissance du... Et ils craignent ça, quoi, tu vois, jusqu'à avec la dernière rigueur, en fait. Ça dépend. Bon, moi c'est quelque chose qui me... Parce que ces histoires-là sont supposées être spirituelles. Ouais. Tu n'as pas besoin que le gars soit en face de toi pour lui faire du mal. Quelque part aussi. Hein. Bon, Mais après, quand la La personne preuve, est là, quand c'est on dit que peut-être plus quelqu'un facile. t'a fait quand quelqu'un te parle là, et il te dit que je vais te faire quelque chose, il s'en va. Le vrai, hein. Le vrai, ça va. Il n'est pas face à toi. Non. Mais mystiquement, il fait Mystique. quelque chose qui Et t'atteint. qui t'atteint, en fait. Mais dans les histoires, généralement, on dit que bon, les rois qui sont tombés, soit il y a une personne de la famille on est arrivé en fait à corrompre, qui va aller en fait détruire le truc mystique qui protège le roi. C'est pour ça ça facilite le truc, quoi. En tout cas, Fima ne parle pas beaucoup du vaudou. Oui, question. Non, parce que pour moi, bon, je pense que ce sujet, on va le traiter sur plusieurs points, parce que pour d'autres, c'est de la spiritualité. Pour d'autres, c'est une affaire de culture, culturelle, où on peut promouvoir, on peut vendre. Mais pour d'autres, c'est vraiment une religion, en fait. Donc, pour moi, je me dis oui, en termes de choses mystiques, ça existe, parce que j'ai vu des gens, en fait, en tout cas, qui ont subi des choses en fait de façon très mystique en fait et de façon très puissante. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas dans tous les cas, parce que je me dis, comme vous avez dit tout à l'heure, les colons étaient là, mais pourquoi on n'avait pas utilisé ça pour tuer les colons? Mais dans l'autre sens, moi j'ai vu des choses. Ou pour les aveugler. C'est ça en fait, tu vois. Donc, je ne sais pas trop, parce que pour d'autres c'est de la religion, il faut être poussé dedans. Il faut comprendre comment ça marche pour l'utiliser à ses fins. Et d'autres sens, je pense que c'est comme toute religion, en fait. Hein. Tu vois, même dans toute religion, il y a d'autres qui se disent, OK,
j'arrive à faire tel miracle, mais l'autre n'arrive pas à faire tel miracle. Bon, donc, je ne sais pas si les pasteurs. donc, les au final, je ne généraux. sais pas si c'est une affaire de foi, je ne sais pas. Donc, la question est toujours là. Bon, moi, je pense que le spirituel, quand même, c'est toujours. Enfin, c'est pas 1 + 1 égale 2. Ouais. Après, moi, je pense que un truc avec le spirituel, c'est. J'ai l'impression que c'est une question de riche aussi. C'est un problème de riche aussi. C'est que. Oui, dans le sens où la question du spirituel, c'est une question généralement qui te concerne quand tu commences par faire quelque chose d'intéressant. Généralement, quand tu es personne dans la vie, tu ne fous rien, tu n'as pas d'impact, tout le monde se fout de toi. Franchement, les gens n'ont aucun intérêt à t'attaquer ou... Non, il existe des cas dans les villages pour des raisons de jalousie où on s'attaque, on fait... Je ne parle pas de ce genre de truc, ok? Parce qu'il y a toujours une raison qui va pousser une personne X à t'attaquer ou à vouloir... Parfois, non. Ouais. Oui, il y a parfois non, mais peut-être question de jalousie. Moi, je pense justement. Moi, je pense qu'il y a toujours un motif, hein, n'est-ce pas? Il doit toujours avoir un motif. Oui, mais moi, je pense que ce sont généralement ceux qui n'ont pas les moyens qui s'adonnent même le plus. Ce genre de truc. Exactement. Parce que Non, pas forcément. Pour moi, c'est le lower C'est level. comme les pauvres qui jouent beaucoup au loto. Oui, mais après, pour moi, c'est un lower level. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis, quand tu réussis, il y a toujours une dimension spirituelle dans la réussite. Dans le sens où, même si toi, tu ne veux pas devenir quelqu'un de spirituel, les gens autour de toi ou dans le game, le niveau auquel tu te hisses, en fait, t'oblige à devenir quelqu'un de spirituel. Mais dans ce sens, c'est pour te protéger. Oui, c'est pour te protéger, mais pas pour attaquer. Mais non, ça, c'est les faibles. Voilà. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que supposons que tu deviens un grand chef d'entreprise et tu prends des parts de marché à plein de gens, que vous faites des guerres pour pouvoir obtenir des marchés des clients. Il y a des gens, pour t'atteindre, ils vont aller dans le mystique parce qu'ils se disent peut-être, parce qu'il y a un intérêt en jeu, quoi. Tu vois. Donc, je me dis, il y a ce truc-là qui fait que, par exemple, Bernard Boyd disait que, je le quote, que tout succès est d'abord spirituel. Que tu réussis d'abord spirituellement avant de réussir physiquement. Il y a des gens qui disent même qu'il n'y a rien qui vient dans le réel sans avoir d'abord pris forme dans le physique, dans le spirituel. Et maintenant, la spiritualité, je pense qu'il y a différents levels. Par exemple, quand on parle de trucs de... comment on appelle ça? Le truc qui avait pris Internet il y a 15-20 ans là, de visualisation, Développement personnel. de développement personnel, tous ces trucs où on dit que oui, tu dois... Pensée positive. La pensée positive, tous ces trucs. Quelque part, c'est de la spiritualité aussi. Parce que c'est des choses que tu conçois en toi. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si je t'ai raconté l'histoire une fois. Moi, la première fois que je suis parti à Paris de ma vie, c'était une expérience pareille. Je ne l'ai jamais raconté à la caméra, c'est très inédit. Dans le sens où on travaille dans une entreprise. L'entreprise était enregistrée en France et à Cotonou aussi. C'était que les DG qui voyageaient, donc le directeur et le directeur adjoint qui avaient la possibilité de faire les voyages. Moi, j'étais directeur marketing, j'avais mon ami qui était designer. On n'avait pas ces ouvertures-là. Et dans une conversation comme ça, un soir, avec le DG à table comme ça, on parlait, il me disait que, est-ce que vous savez que on était en octobre-septembre. Et il nous disait, est-ce que vous savez que si là, en même temps, là maintenant, vous avez envie de passer les fêtes de fin d'année à Paris, vous serez en mesure de le faire. Ben, nous, on est quoi, des jeunes de 19, 20 ans, on s'est dit non, on gagne 80 000 francs par mois, par où on va trouver l'argent. On n'a même pas de passeport. Tu dis qu'on va aller à Paris à la fin de l'année. Mais il dit, si vous suivez ce que je dis, vous pouvez le faire. J'ai dit comment? Il dit, il vous suffit juste de le concevoir dans votre esprit, de vous le répéter tous les jours, de le méditer et ensuite, en fait, de vous lancer dans la démarche et la nature vous ouvrira des postes pour le faire. On était tellement cons qu'on y a cru. Genre, on était tellement jeunes et naïfs qu'on s'est dit, ben ces gars-là, on les idéalisait aussi. On s'est dit, vas-y, on va suivre ce qu'ils ont dit. Et on s'est lancé, on s'est dit, avant la fin de l'année, on veut passer les fêtes de fin d'année à Paris. Mais on n'avait même pas de passeport. Et c'est là qu'on commence à essayer de faire un passeport. Mais on y croyait. Et puis mon ami et moi, on se prenait sur la moto tous les jours. On allait à la maison, on dit, on va passer les fêtes de fin d'année. Tu vois? Et chaque matin qu'on se voit, on se répétait ça. Ils ont dit, vous devez vous répéter ça tous les jours jusqu'à ce que... Et vous devez vous imaginer à Paris. C'est les trucs, même Yomi disait dans sa formation, genre le truc de tu fais vision board ou ce genre de tout, tu te projettes en fait. On a commencé par faire une vision board, nous on savait même pas que ça s'appelait comme ça. On a commencé par faire des Photoshop, mon ami lui il était designer, donc en fait on prenait des photos de nous, et un peu ce que les gens postent sur Facebook là, on se mettait à côté de la tour Eiffel, tu vois, et puis on regardait ça. Et dans la blague, petit à petit, on a commencé par faire ça. On allait faire notre passeport avec nos économies.
Et quand on a eu nos passeports et tout, on est venu le voir, on dit, ah, les boss, on a les passeports. Ils ont dit, c'est bien. Maintenant, essayez d'appeler pour le visa. Bon, nous, on a rien pour appeler pour le visa. On a commencé par faire les démarches. Quand on était arrivé, tu sais, pour le visa, tu as besoin quand même de montrer une preuve financière et tout, etc. Bon, c'est pas 80 minutes, tu vas appeler et puis on va te donner le visa. On est venu les voir, on a dit, ah, on demande ça, mais ce qu'il nous faut, c'est on a besoin des papiers de l'entreprise pour le faire. Parce que vu que l'entreprise était enregistrée en France, on pouvait avoir une lettre de mission pour dire que c'est pour le travail qu'on y allait. Ils ont dit, ok, pas de problème, on va vous donner la lettre de mission, on va vous donner, on va se porter garant pour vous. Mais nous, on ne dépense pas un franc. On fait ça juste pour que vous obteniez le visa, après vous vous débrouillez. On dit, pas de souci. Ils nous fournissent les papiers de l'entreprise, finances, tous ces trucs et tout. Et dans la blague, on prend l'entretien. On va au consulat, on dépose. 2 semaines après, on nous appelle et puis on obtient le visa. Et dans cette blague-là, on a obtenu le visa. On n'avait jamais eu de passeport avant. On n'avait jamais voyagé avant. Bon, après, pour aller à Lomé. Lomé, c'est pas un voyage. Lomé, c'est pas un voyage, tu vois, ça compte pas. Chez nous, quand tu vas à Lomé, ça compte pas, tu vois. Et c'est pour la première fois. Et ensuite, maintenant, il fallait figure out comment acheter le billet d'avion, tout ça. On n'a rien. Moi, je viens d'une famille pauvre, papa n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent. Donc, on a commencé par chercher. Mais on a déjà le visa. Quand tu as le visa, tu as un peu une crédibilité en Afrique. Ah, tu viens voir tes parents, tu dis, bon, papa, j'ai passeport, j'ai visa. Ton père, il est en mode, ah, c'est le fils qui veut aussi dans la famille, quoi. Quelle parcelle, quel truc on peut vendre. Et c'est comme ça, en fait, petit à petit, qu'ils ont... le grand frère a participé, tout le monde a participé. Ouais. Et puis, on est parti à Paris. Et je te jure, le 23 décembre, on était à Paris. C'est-à-dire, en fait, ce truc a commencé en septembre comme une blague. Et le 23 décembre, on venait d'atterrir à Charles de Gaulle. Non, c'était même pas Charles de Gaulle, c'était le second aéroport, là, Oslo. Orly, pardon. C'était à Orly. Et je me rappelle, c'était Mylène Flicka qui était venu nous chercher. Et les gens se moquaient de nous parce que tu vois, nous, c'était notre première fois sur les escalators. Et puis, les gens tombaient, quoi. Et puis, il y avait un Béninois là, il se moquait de nous. Parce que nous, on est montés sur les escalators, nous, on ne savait pas comment ça marchait. Puis, on essayait de marcher, on ne comprenait pas. On tombait. Et en fait, les gars se moquaient de nous. Et il a dit, c'est votre première fois. Voilà, vous êtes des blédards, c'est votre première fois, en fait, tu vois. Et puis, on est sorti, mais on était en hiver, on était sorti, on était en mode fuck. Et puis en pire, on est venu avec du CFA. Nous, on croyait que le CFA, on pouvait acheter des choses à Paris avec du CFA. Mylène dit, vous avez amené du CFA? On dit oui. Il dit, personne n'utilise le CFA. Ils ne connaissent même pas le CFA ici. Tu vois? Donc je me dis, en fait, juste petite anecdote pour vous dire que, moi je me dis, tu vois, quand on dit le succès un peu spirituel, généralement quand on voit la spiritualité, on se dit un peu ce truc de... Ah ouais, nanana, oui, bon, spiritualité, c'est église, c'est Seigneur, c'est vaudou, c'est tous ces trucs. Mais parfois, quand on parle de spiritualité, tu vois, on est des êtres spirituels d'abord. Je me dis, quand tu conçois quelque chose en toi et tu le visualises, tu te dis, it's gonna happen, genre ça va se passer, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir. Je me dis, tu l'attires quand même à toi. C'est quoi, vous, votre expérience par rapport à ça, en fait? Genre, quels sont les trucs que tu as réalisés dans ta vie que tu croyais impossible, mais juste parce qu'en fait, tu t'es assis, tu t'es dit c'est impossible, mais tu l'as visualisé. Tu as pu le vivre. Mais je veux une anecdote, mais vraiment incroyable comme celle-là de chacun, quoi. Mais si tu n'en as pas. Il faut que tu fasses. Tu dis, grâce au vaudou. Qui veut commencer? Quelle une anecdote de malade comme ça? Non, mais moi, je pense que ça revient à ce que tu as raconté par rapport à la formation de Yomi, là, tu vois, la visualisation, l'autosuggestion, tout ça. Bah, moi, par exemple, quand j'avais mes économies, que j'avais pris mon coaching en dropshipping et que le coach ne nous répondait plus 2 semaines après, et que voilà, j'avais embarqué mon meilleur ami dans l'histoire, bah, je me sentais vraiment coupable, quoi, tu vois. Et quand j'étais dos au mur réellement, avant, quand Yomi disait ça, je disais ça, c'est un truc de blanc, là, c'est pas important. Mais là, en fait, j'étais dos au mur et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas appliquer la formation là, tu sans te poser de questions. Sans te poser de questions, vas-y, tu n'as rien. Tu as tout perdu. Bon, laisse pas ton ego, tu vois. Et donc, j'ai commencé, et réellement, en fait, progressivement, plus je faisais de la visualisation, plus je faisais de l'autosuggestion, je commençais réellement à rentrer dans le personnage, quoi, tu vois. Je commençais réellement à sentir que, allez, je vais faire de grandes choses, je vais atteindre mon objectif et tout ça. Et donc, quand j'ai commencé et surtout, je pense que c'est le fait de faire la discipline. C'est-à-dire que d'avoir de la discipline. Quand tu
dit aussi, parce que après tout ça, Yomi avait prévu un tableau là pour la discipline là, tu vois. Et tu as des choses prévues que tu dois faire chaque jour. Tu dois chaque fois cocher ça. Et quand tu fais les bonnes choses, à la fin de la journée, toi-même, tu sens un sentiment. Tu te sens mieux, tu te sens bien. Tu vois. I did the right thing. Et tu avances. Et puis, tu n'es plus distrait, tu es focus sur ton objectif. Et oui, 3 mois plus tard, on fait 100 000 euros, on est refait. On se dit réellement que allez, notre vie a changé, qu'on peut faire ça toute notre vie, qu'on peut faire ça pour le restant de nos vies et tout. Et ouais, avec la visualisation, moi, ça a été vraiment mon expérience, quoi. Après, moi, je n'ai pas vu la dimension spirituelle. C'est du spirituel pour moi. Tu vois, c'est de la visualisation, c'est métaphysique en fait. Parce que quand c'est métaphysique, c'est spirituel quelque part. Moi, j'ai juste vu que je me suis auto-endoctriné, tu vois, pour pouvoir forcer mon cerveau à faire quelque chose, à croire quelque chose. Qui n'existe pas encore. Oui, qui n'existe pas. C'est de la spiritualité. À faire quelque chose. Après, tu appelles ça comme tu veux. Ouais, moi je vois ça vraiment en fait comme la visualisation. Et oui, en fait, j'étais aussi en fait dans le programme en fait de Yomi et tout. Mais moi, concrètement derrière, je dirais pas. Tu vois, quand j'étais en fait à Montpellier, comme je l'explique, à un moment donné, en fait, j'avais plus rien du tout. Tu vois, je me suis dit bon, vas-y, par rapport à l'agence pour la prospection, j'allais faire la prospection physique. Donc ce qui se passait, c'est que j'allais en ville, arriver, je vais devant la porte des entreprises que j'ai ciblées, je reste dehors, je regarde le fondateur à l'intérieur, j'avais très peur de rentrer, aller discuter. J'avais peur en fait de les affronter et tout. Et donc, à chaque fois, j'arrive, je fais des allers-retours dans le couloir, je vois le gars il est dedans, mais je n'osais pas en fait rentrer. Je me demande, mais en vrai, c'est quoi? J'avais peur, je fais ça jusqu'à 17h, je reprends en fait le tram, je retourne en fait à la cité. Le lendemain matin, je me réveille, je me regarde au niveau en fait du miroir, je dis, cette journée en fait, c'est incroyable. Tu connais ça, je disais ça, c'est incroyable et tout. Donc je refais la même chose, je regarde les gens là, je tourne, je n'ose pas le faire et je retourne et tout. Après, je me suis dit, bon, mec, t'as dépensé de l'argent pour acheter les programmes là, tu vois. Du coup, essaie de respecter. C'est pourquoi on dit souvent que les formations payantes aussi permettent d'obtenir plus de résultats que les formations gratuites. Si c'était gratuit, tu n'aurais pas dit ça. En vrai, vas-y. Et je regarde je vais regarder la formation en fait de Tel Lopez et tout, c'est les mêmes conneries en fait à l'intérieur. Je dis, ok, là on va faire les choses. Moi, il dit, tu te réveilles le matin, tu fais le sport, tu viens en fait, tu répètes le truc dans ta tête, tu regardes exactement ce que tu vas faire. Et moi, j'ai commencé en fait à apprendre vraiment en fait du closing et de la prospection chez moi. Genre, je me réveille le matin, je m'assieds devant en fait mon miroir, je m'imagine devant le gars, étant donné que j'allais tout le temps, je le voyais, j'avais son image en fait. Du coup, j'imaginais vraiment le gars. Était plus facile. Exactement, je l'imaginais. Moi, je suis en train de closer et il était ok. Tu vois, j'imaginais ça. J'ai fait ça, genre en mode 2 semaines, 3 semaines. Ensuite, je débarque en fait chez le gars. J'arrive, je rentre, je vois en fait la dame à la porte, je dis ok, je suis venu voir en fait le monsieur. Il me dit, en fait tout était pour moi, en fait mon cerveau, j'avais plus peur parce que comme j'ai assez visualisé, c'est comme si mon cerveau il y a plus de peur. Tu l'avais déjà fait quoi? Je l'ai déjà fait en fait. Donc j'arrive, je salue la dame, elle me dit est-ce que vous avez rendez-vous? J'ai dit non, je dois voir en fait le monsieur, donc je donne directement son prénom et dit que vous connaissez déjà, j'ai dit oui. Il m'a dit, d'accord, qu'il est en réunion, quand il va sortir et tout. J'ai dit, ok. Il finit en fait la réunion, je vais en fait, je pitch mon truc direct. Il me dit, écoute, moi, c'est exactement ce que je cherchais. Ça fait un moment, en fait, je voulais lancer en fait les pubs, comment ça marche et tout. Je lui dis le truc et tout. Dans ma tête, j'avais tout préparé. Tu vois. Il me dit, combien? J'ai dit 900 €. Il dit, 900 €, genre par mois? J'ai dit oui, par mois. Il me dit d'accord, qu'on n'a qu'à lancer. Et c'était en fait mon premier client. Le gars, c'est une auto-école. Donc, il disait en fait, on va lancer en fait les pubs et tout. Et c'est comme ça en fait, j'ai signé le truc. Mais moi, je dirais pas en fait, c'est le côté spirituel, mais je dirais en fait, c'est au niveau des hormones en fait, les hormones en fait cérébrales, le fait que j'ai trop répété et que le cerveau n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, il se dit en fait que si tu fais un truc assez de fois, ça ne peut plus te faire peur. Tu vois, c'est comme quand tu as une conférence, un truc, tu te répètes plusieurs fois, plus tu te répètes, à un moment donné tu sors, en fait ça devient comme si c'était naturel et tout. Moi ça serait plus en fait dans ce sens quoi, tu vois. Wow. Tous ces gars-là se sont inspirés du livre de Napoléon, Il Think and Become Rich. Okay. Moi, c'est là-dedans que j'ai appris cette technique-là. C'est un très vieux livre, bien avant Tai Lopez, Yomi et tous ces gars-là. Le premier qui a vraiment formalisé ça, c'était probablement lui. Napoléon Hill. Napoléon Hill, dans son livre Think and Become Rich, il parle bien de think
and Become Rich. C'est lui qui fait comprendre que la richesse part de la tête. Et son livre est très pertinent parce qu'il avait étudié à son époque les plus grandes fortunes américaines. Je pense 500 fortunes américaines pour comprendre qu'est-ce qu'elles ont de particulier. Ce livre-là, c'est un livre recommandé pour toutes les personnes qui veulent réussir dans la vie. Et il est ressorti de là avec un petit bouquin qui synthétise pour lui ce qu'il faut faire pour devenir riche. C'est quoi? C'est en 5 étapes de mémoire. Et la première étape consiste justement à se projeter, ce qu'on appelle littéralement visualiser, se projeter dans une situation et se voir dans cette situation. Il explique justement le fait que le cerveau ne sait pas distinguer le réel du virtuel et que plus tu vas programmer ton cerveau à admettre une réalité, plus il va pouvoir t'être utile à aller chercher l'accomplissement de ça. Et beaucoup de gens qui ont du succès utilisent cette méthode. Beaucoup de gens utilisent cette méthode. Je l'ai utilisée à plusieurs reprises sans forcément la nommer comme ça. Mais aujourd'hui, chaque fois que je me prépare pour faire quelque chose d'important, je prends toujours d'abord le temps de réaliser que le succès est d'abord intérieur. Je ne parle pas de spirituel, mais je parle plutôt d'intérieur. La réussite est d'abord intérieure avant d'être extérieure. Le premier travail consiste d'abord de se convaincre soi-même qu'on va pouvoir le faire. Parce que si tu veux faire quelque chose de grand, tu n'as pas idée de tout ce qui t'attend sur le chemin, en termes de bataille. Mais le fait que dès le départ, tu es admis, tu te sois convaincu que tu vas le faire, ça fait que chaque problème qui va arriver sur ton chemin, tu peux le surmonter. Tu peux le dépasser, tu peux aller un peu plus loin. Ça fait partie du plan. Et ça, je l'ai vécu à beaucoup d'endroits parce que, par exemple, un truc simple, la première fois que j'ai fait 1 million, je me suis juste posé la question de, mais si je veux faire 1 million d'euros, qu'est-ce que je dois faire? Je dois gagner combien? J'ai pris ma calculatrice. On était un peu plus de 2500 et quelques par jour. J'ai dit, OK, d'accord. À partir d'aujourd'hui, je vais me fixer pour objectif de gagner 2500 et quelques d'euros par jour. À la fin de l'année, quand on va calculer, ça va me faire 1 million d'euros. Et c'est parti comme ça. J'avais un objectif global, mais j'avais aussi un objectif quotidien qui permettait de traquer l'atteinte de cet objectif. Il y a des jours où je faisais bien plus que 2000, des jours où je faisais 10 000, 15 000. Mais ce qui était intéressant, c'est que dès le lendemain, mon objectif, c'était de faire... Tu es recette, quoi. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas de... Non, j'ai fait 20 000 la veille, ça compense. Non. Je dois faire mes 2000. Non. Et les jours où je ne faisais pas les 2000, ce qui est intéressant, c'est que quand, par exemple, il est 15h, 16h, je regardais mes chiffres. Ah là, par contre, c'est pas bon. Je suis loin de l'objectif. Il faut que j'aille chercher de l'argent. Et quand tu es entrepreneur, tous les entrepreneurs... Et qu'est-ce que tu fais? Genre, quand il est 15h comme ça, tu n'as pas fait... Tu vas comprendre. Tous les entrepreneurs ont des endroits où ils savent qu'ils peuvent aller chercher de l'argent. C'est quelqu'un qui t'avait écrit, oui, est-ce que tu peux me faire tel truc? Tu avais mis de côté. On a toujours des demandes comme ça, qui traînent dans les couloirs, dans les coffres. Et bien moi, j'allais chercher ça. Ah, tel m'avait dit que tu relances. Tel m'avait dit que parfois ça marchait, parfois je ne faisais pas la somme, je faisais 1800, 1700. Mais le lendemain, par contre, comme je n'avais pas fait le chiffre, je voulais essayer de rattraper le chiffre du jour et de celui de la veille. À la fin de l'année, j'avais fait plus d'1,5 million. Quand l'année est finie et que j'ai maintenant voulu regarder les décomptes, j'avais fait bien plus qu'1,5 million. Et c'est très puissant, cette méthodologie-là, qui consiste à te projeter et à visualiser quelque chose que tu veux absolument faire, à intégrer que c'est quelque chose qui est acquis, que tu vas faire, et maintenant de commencer à travailler au quotidien en ayant la certitude que tu vas y arriver. Ce n'est même pas un doute. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que je ne me lance pas dans quelque chose de grand si je ne suis pas convaincu déjà que je vais le faire. Parce que pendant que tu es en train de le faire, tu vas avoir des moments de doute. Tu vas avoir plein de choses qui vont te faire te dire, est-ce que je vais vraiment y arriver? Cette conviction de départ, de te dire, oui, je vais y arriver, fait une très, très, très grande différence. Fait une très grande différence. Donc, je n'utilise peut-être pas le mot spirituel, mais moi, je parle de richesse intérieure et extérieure. Conditionnement. Comme l'autre le disait, c'est d'autres parlent du subconscient en fait. Oui, parce que pour moi, comme Philippe a dit, c'est quand tu arrives quand même à faire un avec toi-même. C'est-à-dire à t'accepter comme tu es et à trouver la force intérieure d'aller qu'on atteigne l'objectif.
Mais quand tu ne réussis pas à te découvrir, parce que nous vivons dans un monde où on est envahi au quotidien par des choses qui nous font peur. J'appelle ça souvent des esprits de crabe, en fait. C'est-à-dire que quoi? Quand on est dans la même vaccine, en fait, et toi, tu veux sortir la tête, les autres se disent non, toi, tu ne peux pas sortir la tête parce que nous, on est en bas, en fait. Du coup, moi, j'ai par exemple des amis, quand j'ai un projet, je n'en parle jamais. Parce que la première chose qui va te faire sortir, c'est tout ce qu'il va faire, c'est-à-dire, c'est tous les éléments nécessaires qui vont se mettre en place pour que le projet ne marche pas. Du coup, toi, tu cherchais en fait l'énergie au fond de toi pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais du coup, quand ça vient comme ça, des fois, ça choque en fait. Ça fait que souvent, quand je démarre des projets, je sais ceux avec qui j'en discute réellement, ceux qui peuvent me motiver à aller loin. Et là, j'ai compris en fait que quand vous avez un projet de taille et vous ne vous forgez pas l'âme nécessaire d'accepter ce projet et de vous projeter dans le temps, c'est un échec déjà de vue. Parce qu'il y a deux choses. Soit tu acceptes aller loin, soit tu doutes et au milieu du chemin, tu te dis, bon, moi, quand même, j'avais quelques doutes en fait. Moi, par exemple, mon expérience, c'était quand j'allais au bac. Et là, j'avais vu que je n'avais pas le choix d'échouer. C'est-à-dire, si je choue, moi-même, je connaissais le vieux. Parce que j'avais fait le choix en fait de, écoute, tu gères l'année scolaire comme tu veux, je te paie la scolarité, mais tu m'amènes le diplôme. Le résultat. Il dit, papa, il n'y a pas de drap, on va gérer. Du coup, j'étais pas brillant parce que déjà la classe de 6e, moi, je l'ai doublé 2 fois. J'ai été renvoyé de l'école, je suis revenu 2 ans après. J'ai fait 4e, j'ai eu le BPC, difficilement également. Mais à partir de la seconde jusqu'en terminale, j'étais un enfant qui n'allait pas du tout à l'école. Du tout. Tu n'allais pas à l'école? Du tout pas. Je passais tous les autres temps à dessiner, à me promener, etc. Il n'allait pas à l'école, il a créé une école. Donc du coup, le bac, je devais l'avoir parce que c'est la finalité en réalité. Du coup, je me suis fait la promesse, ok, comment il doit faire pour avoir le bac? Et c'est là, en fait, j'ai mis tout en œuvre en fait, pour que les résultats soignent. Et je t'assure que beaucoup, d'abord, tous mes parents ne croyaient pas que j'allais avoir le bac, en fait, tu vois. Mais parce que j'y ai cru. Et j'ai travaillé en amont, en fait, à mettre tout en œuvre et orchestrer, en fait. Parce que c'est comme on dit, il ne suffit pas de prier pour que le résultat tombe. Il faut orchestrer, il faut planifier, en fait. Parce que c'est pas de la magie, ça ne tombe pas des cieux. Donc, tu planifies stratégiquement et tu essaies de vérifier au quotidien. Moi, par exemple, j'avais fait la D. Et la matière qui pouvait me sauver, c'était la biologie. Si j'arrive à avoir 20 en biologie, ça fait, j'ai 100 et ça reste 111. Donc, même si j'ai 4 partout, donc moi, c'était ma formule en fait. Et je me battais pour ça. J'allais pas comme moi-même. Mais je dormais. C'est-à-dire, quand j'ai des questions, j'ai des sujets en biologie que j'arrivais pas à traiter, je mettais au tableau. Et j'ai disposé mon lit en ce sens où j'avais lu ça quelque part. Quand je me réveille, je mets les pieds par terre, je vois le problème devant. Et à chaque fois, ça me tapait, j'ai réussi à trouver la solution. Du coup, les amis, c'est la matière qui m'a sauvé, en fait. Tu as combien en SVT? J'ai 18 au lieu de 20. Ça m'a un peu choqué. Mais dans toutes les autres matières, j'ai pas eu la moyenne. C'était exactement ce que tu avais prévu. C'est ça, en réalité. Donc, c'est de se projeter, d'accepter et de croire que c'est possible. Tu vois, mais sinon, si tu crois juste à la spiritualité, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas tout faire, mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça même le problème aussi, tu vois, ceux qui sont spirituels à outrance, c'est que peu importe ce qui leur arrive, c'est qu'ils relient ça directement. Ah, la spiritualité, ouais. Je me suis cogné l'antenne. Ah, j'ai dit, ouais. En fait, moi on m'attaque. Oui, effectivement. Moi, je trouve que c'est très dérangeant parce que j'ai connu des gens dans ma vie qui ont été très spirituels. Je trouve que spirituel, c'est bien, mais en être de trop, c'est très contre-productif, en fait. Tu vois, des gens qui, n'importe quoi, ils essaient de trouver une raison spirituelle à ça. Je dis, calme-toi, frère. T'as juste pas assez bossé. Pourquoi tu overthink le truc, tu vois? N'importe quoi, dit, c'est pas le plan de Dieu. Ah, tu en sais quoi? T'as pas bossé, frère, tu vois? Donc, généralement, je crois que j'avais lu un livre, l'auteur appelait ça Dieu des insuffisances. Oui, c'était un gars, en fait, qui il prouvait. Il avait écrit un livre de peut-être 2000 pages, je ne sais pas combien, pour prouver que Dieu existait scientifiquement. Et il disait que le dernier œuvre
de Einstein avant de mourir, c'était d'arriver à prouver que Dieu existait scientifiquement. Donc, il avait écrit un livre dessus. Je me rappelle, je sais pas si tu as lu un livre du genre une fois déjà passé. Donc, c'était un best-seller et tout. Hein. Et il disait qu'en fait, les scientifiques qui n'arrivaient pas à chaque fois à trouver une solution ou une explication à un truc qui remet ça sur Dieu, voilà, que c'est le Dieu des insuffisances, quoi. Donc, il expliquait ça comme ça. Donc, comment je côtoie des gens dans ma vie qui, n'importe quoi qui leur arrive, ils supposent que, c'était un truc. Je dis non. C'est un peu comme si parfois on s'enlève la responsabilité soi-même d'assumer les conséquences de nos actions, quoi. Moi, j'ai vu, quand j'étais à Abidjan la dernière fois, il y avait un pasteur qu'on suit sur Internet, mon associé et moi. Et quand on était à Abidjan, on s'est dit, ce serait bien d'aller dans son église, tu vois. C'est sans blague. Ouais, et donc le dimanche... C'est quoi le nom du pasteur? Pardon, faut garder. Vas-y, on a compris, vas-y. Ouais. Et donc le dimanche, on va à l'église. Franchement, niveau prédication, niveau leçon de vie, rien à dire. Rien à dire. Après la messe, la messe et tout, quand on est nouveau, c'est là que j'apprends que dans les églises évangéliques, en fait, c'est quand on est nouveau. Oui, il y a toujours un truc, on t'accueille, c'est toujours comme ça. C'est planifié. Mais moi, j'aime pas trop ça. Moi aussi. Et donc, on va, il nous reçoit dans son bureau, en fait. Comme un palais, on y va et tout. On se présente tous, Après, on s'apprête à partir. Il y a une dame qui va. Prospect. Il y a qui sont prospect. Oui, mais c'est un bon tunnel. Ah ouais, tu vois, le pasteur qui a... On close les nouveaux venus. C'est le closing. LTV. Ouais, rapide. Ouais, donc, voilà, on s'apprête à partir. Et il y a une dame qui se met à genoux devant lui, qui dit, pardon papa, j'ai cherché du boulot partout, je n'ai pas trouvé. Je suis venu ici pour trouver satisfaction. Aidez-moi, priez pour moi. Je sais qu'ici, on m'a dit qu'ici, je vais trouver satisfaction. Et elle s'est mise à genoux comme ça. Et le pasteur a commencé à prier sur sa tête et tout. Elle est partie. Et voilà. Moi, je vois ça, je me dis, mais tu penses vraiment que c'est ça le... Qui va t'aider à avoir un boulot? Oui, tu vois. Tu penses vraiment que c'est vraiment ça qui va t'aider à avoir un boulot? Est-ce que c'est pas les compétences? Est-ce que... c'est pas... Et tu vois, ce que moi j'ai remarqué souvent, c'est que les gens comme ça raisonnent, tu vois, quand tu vas leur dire, mais quelle compétence tu as pour pouvoir avoir un boulot, là ils vont te dire, mais telle personne là, quelle compétence elle a? Mais pourtant elle a, non? Et c'est moi qui suis tout le temps en arrière, quoi, tu vois. Donc elle va chercher à jouer le jeu des exceptions, tu vois, mais pas le jeu de la règle. Pour avoir un boulot, pour maximiser tes chances d'avoir un boulot, tu dois avoir des compétences qui sont utiles à l'employeur. Mais toi, tu vas te dire, non, il y a telle personne qui n'a pas vraiment de compétences. Donc moi aussi, je mérite d'avoir un boulot, vu que pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Mais toi-même, regarde les gens autour de toi, quand tu leur poses la question du type, ils disent qu'ils n'ont pas de boulot, tu leur dis dans quoi tu veux travailler un truc, ils te disent que n'importe où tu le places. Oui. Et je sais que toi, tu as certainement eu trop ça. Tu as des gens qui te disent, je veux trouver un boulot, qu'est-ce que tu sais faire? N'importe quoi tu veux, je vais faire. Surtout en Afrique, c'est quelque chose qui est très fréquent. Tu vois, ça, le raisonnement que tu as en disant il faut avoir une compétence utile, c'est un raisonnement, j'ai envie de dire, en fait, d'entrepreneur ou en fait de chef d'entreprise. Tu dis, bon, ok, il faut que chaque talent qui arrive, il faut qu'il m'apporte quelque chose de plus. Eux, de l'autre côté, ils se disent, en vrai, moi, je cherche du boulot. Quelqu'un va me recruter. C'est pas le boulot que je cherche, il cherche de l'argent. De l'argent. Et il se pose pas la question de savoir, est-ce que, pour avoir de l'argent, il faut que j'apporte de l'argent à l'autre? Non. Il veut juste que tu le payes. Tu le payes. Ils n'ont pas, en vrai, ils n'ont pas compris que l'argent, en soi, c'est une question en fait de transaction. Genre, moi, j'amène une compétence et que lui, il amène en fait de l'argent. Pour eux, tu as beaucoup d'argent ou c'est une entreprise. Lui, tant qu'il est là, et d'un moment, on le sent avec certains employés, ils sont juste là, ils foutent rien, mais ils se disent à la fin du mois, tu vas le payer. C'est tout en fait. Tu vois, de présence. Oui. Jean, j'aimerais aborder tu faisais dans ton podcast aujourd'hui, je sais plus, je crois que c'est pas si c'est avec Meryl ou c'est avec Régis, tu disais, voilà où vous étiez en train de parler de salaire, je crois que c'est avec Meryl. Et Meryl te demandait dans le podcast pour combien tu serais prêt et tout. Et tu as dit, bon, franchement, minimum 100 000 € par mois et tout ce qui est, tu vois, un peu. Et tu disais que
si quelqu'un te paye 100 000 euros par mois, est-ce que la personne s'attend au moins à ce que tu le rapportes 10 fois ça et tout, etc. Et généralement, moi, je me rappelle très bien que c'est l'une des techniques de closing peut-être qui m'a fait rapporter le plus d'argent. C'est d'avoir compris très tôt que, en fait, on perçoit tous 10% de la valeur qu'on apporte. Genre, à l'échelle de zone maximum, 10%. C'est généralement pas plus de 10%, généralement. Et quand tu fais Alex Hormozi a modélisé ça ensuite et il expliquait que, en fait, tous les grands milliardaires, c'est les gars qui ont rendu encore plus riches les investisseurs. Tu vois, tu prends tous les grands milliardaires, tous les grands fonds, tous les grands trucs, c'est toujours des gars, en fait, tu vois, on te dit, Zuckerberg, il pèse 80 milliards, etc. Frère, les fonds d'investissement qui détiennent 80% de Facebook, c'est des gars qui ont fait plus de milliards que Zuckerberg s'est fait, en fait, tu vois. Mais vu que l'attention, l'effet de projecteur sont celui, tu vois pas ces fonds-là qui ont des milliers de milliards. Donc, c'est pas possible de devenir riche en n'enrichissant pas les autres. Littéralement, genre, la valeur que tu apportes, ça doit littéralement apporter de l'argent à la personne, d'une façon ou d'une autre. Soit tu lui fais gagner de l'argent, soit l'éviter de perdre de l'argent. Et moi, en appel de closing, c'est les deux choses sur lesquelles je joue. Soit mon service, je comprends que ça te fait gagner de l'argent et j'évalue combien ça peut potentiellement te faire gagner. Et j'essaie de choper 10%, j'essaie d'ancrer au moins sur les 10%. Ou soit, j'essaie de voir combien ça peut te faire perdre et combien je peux t'ancrer dessus. Parce que généralement, souvent, j'ai parfois des clients qui sont dans des domaines d'activité un peu what the fuck, qui vont te dire ouais, vas-y, le closing ne s'applique pas à moi. Je dis, donne-moi un exemple. Le gars te dit par exemple, il est juriste, que leur travail ne fait pas gagner de l'argent. Tu dis, frère, mais tu évites au gars de perdre de l'argent. Tu dis, le comptable, il ne te fait pas gagner de l'argent, mais tu évites de perdre de l'argent avec les fiscs, etc. Tu vois. Donc, comment est-ce qu'un comptable vend un service de 50K de 50 000 à peut-être 100 000 pendant que tout le marché le vend à 50K, c'est simplement en comprenant ce truc de la vente de oh, si je positionne mon service comme quelque chose qui soit de rapport de l'argent à mon client ou l'évite de perdre beaucoup d'argent, bah, je vais faire beaucoup d'argent, quoi. Et c'est pourquoi tu vois les plus grands avocats du monde, les plus grands médecins, les plus grands trucs du monde, c'est souvent des gars, en fait, tu vois, ils te font gagner, ils font une négociation pour toi, ils te font gagner des millions. Et ensuite, en fait, les gens vont parler de leur pourcentage à eux qui facturent. Et ils trouvent ça exorbitant. Mais frère, vous avez oublié de dire combien ils apportent. Et le dernier exemple que j'ai dessus le sujet, c'est le truc de Jordan. Le deal de Jordan avec Nike, tu es au courant de ça, non? Du fait qu'il a 5% de deal avec le truc. Et Jordan est multimilliardaire aujourd'hui à cause du partenariat avec Nike. Mais tout le monde est focus que sur la fortune de Jordan. Et c'est incroyable. Personne n'est focus sur combien Jordan a fait gagner à Nike. Pendant plus de 30 ans. Tu vois? Est-ce que, en fait, toi, tu avais ce truc-là, ce truc de... En fait, pour que je gagne... là, je gagne 1 million, c'est que fondamentalement, quelque part, de près ou de loin, j'ai apporté avec mon business ou avec mes contenus plus de 10 millions de valeur au marché. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, pour aller faire le million, je ne l'ai pas fait tout seul, d'ailleurs. C'est peut-être une précision. C'est que j'ai compris que je ne pouvais pas me décupler. Il fallait que je recrute une équipe. Okay. Donc, j'ai recruté une équipe de closers que j'ai formée et avec qui j'ai travaillé. Donc, forcément, c'est intéressant de le dire parce qu'effectivement, quand on génère plus d'1 million et autres, on a fait... Et ça c'est ce qui revient à la boîte. Ben, on a généré beaucoup de valeur pour les closers, beaucoup de valeur pour les clients, ainsi de suite, quoi. C'est un écosystème. Je pense que même la première année, quand tu t'étais lancé, la deuxième année, quand tu étais venu me voir, mais tu disais que je vais faire en fait le million, je te disais, si tu veux faire le million, il faut être prêt que tes clients fassent 10 millions. 10 millions. Si ne sont pas prêts, laisse tomber, tu vois. Et si tu n'as pas, tu vois, l'infrastructure pour permettre à tes clients de faire 10 millions, fondamentalement, tu ne peux pas faire 1 million, quoi. Et tant que tu ne penses... Parce que généralement, on est trop focus sur ce qu'on veut faire que ce que, tu vois, le ricochet, en fait. C'est pas le bon mindset. C'est pas le bon mindset. L'autre, là, comment il s'appelle? Je l'ai écouté. Chaque fois que j'écoute ça me frappe très fortement. Qui ça? Brian Tracy. Oui, Brian Tracy, dans laquelle il expliquait c'est quoi le but d'une entreprise. Et on donnait des définitions classiques, faire du business. Et il a une définition qui me parle beaucoup. Il dit, avoir une entreprise, c'est avoir un client et tout faire pour le garder. Ouais. Et c'est une perspective qui change beaucoup de choses. Ouais. C'est pas juste j'ai un client, mais une fois que je l'ai obtenu, je fais tout pour le garder. Et ça implique beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le fait de le garder. Et ça, c'est que chaque fois que je réécoute cette définition, ça me réveille. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que le but, c'est d'avoir un client. Et une fois que tu as un client,
Et c'est pour ça qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Parce qu'une fois que tu as gagné un client, tu commences à faire beaucoup d'efforts pour aller chercher le prochain client. Alors que tu devrais avoir un process qui fait beaucoup d'efforts pour conserver ce client, faire que ce client-là, parce qu'on le sait tous maintenant en marketing, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent avec un client existant qu'un nouveau client. Plutôt qu'un nouveau client. Et on fait tous la même bêtise, en fait, souvent. C'est de se battre pour les nouveaux clients et de ne pas mettre beaucoup d'énergie pour ceux qui sont déjà est-ce que chez nous. On dirait que on fait en fait la bêtise où les gens ils aiment être juste en fait flemmards. Tu vois, c'est, j'ai envie de dire, aller sur les réseaux ou en fait aller faire de la com, faire des surpromesses, des choses comme ça, c'est beaucoup plus facile en fait que de s'asseoir bien délivré en fait. Oui, mais si tu fais des surpromesses, c'est que tu n'es pas dans une optique long terme. Ouais, parce que tôt ou tard, ça va te rattraper. Ça, c'est clair. Si tu veux faire un business long terme, tu dois t'assurer que ta promesse, que tu La surdélivres. Voilà. Non, même, c'est même là. Pourquoi est-ce que tu auras un gars fidèle c'est que tu lui as promis 8, tu lui donnes 16. Tu lui donnes 16, ouais. Là, il peut... Il peut se tuer pour toi. Parce que tu es allé... Et en fait, C'est ça. c'est ça qui nous-mêmes, en tant que clients, je veux dire, c'est quand tu es surpris par ce qu'on te délivre que ça te fidélise. Exact. Parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier que quand tu payes, tu t'attends à ce qu'on te donne quelque chose en contrepartie de ton argent. Si on te délivre ce pourquoi tu as payé, c'est normal. Non, c'est normal. Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien voilà. de spécial. Mais c'est quand on te donne plus que ce que tu attendais, Là, plus que ce qui t'était promis, là, en contrepartie, sans qu'on ne te dise rien, tu vas aller parler du gars. Ça c'est Sans clair. qu'on te dise rien, tu vas lui faire un témoignage. Sans qu'on te dise rien, tu vas faire ce qu'il va te demander avant même qu'il n'ait terminé de te demander. Et c'est important donc justement de bien réfléchir à, dans le business dans lequel je suis, comment je surdélivre. Et les gens ont tendance à penser que c'est avec le prix. C'est pas avec le prix. Ça c'est clair. C'est pas avec le prix. C'est avec la résolution du besoin de ton gars au-delà de ce qu'il attend. C'est le besoin que tu dois bien cibler. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et c'est pas une question d'argent. Si tu viens pour travailler avec quelqu'un en closing, tu lui dis voilà, ensemble, on peut faire 100 000. Si à la fin, vous faites 200 000, eh ben, c'est pas pareil. ouais, de ouf. De ouf. C'est pas le fait que tu lui dis je vais te prendre 8%. Ouais. Si c'était 10% et tu lui dis bon, je vais te prendre 8%, c'est bien, c'est sympa. Mais c'est pas pour ça qu'il va aller te recommander. Il va pas dire oh, c'est lui, c'est le meilleur closer moins cher du marché. En fait, c'est fou parce que ça me rappelle, je crois que quand j'avais lancé l'atelier du closing sur LinkedIn pour les entrepreneurs, c'était vraiment un truc au début, genre juste pour les entrepreneurs qui se lançaient. C'est vraiment pour les entrepreneurs au début. Et j'aurais bien pu, tu vois, faire une grosse promesse en mode de faites 100 000 euros, 50 000 euros, 30 000 euros, tout ça. Mais j'ai voulu garder la promesse tellement petite que les gens se disent, mais pourquoi il promet un truc aussi banal? Et je me rappelle ce que j'avais promis, c'était pour des coachs. J'ai dit, vous allez faire 5 000 euros en 3 mois. Et quand les gars ont commencé, c'était les gars qui avaient déjà leur offre, ils communiquaient déjà, ils avaient des bases de prospects et tout. Donc moi, je savais que si je leur montrais toutes ces techniques-là, facile, ils vont faire de l'argent. Ils vont faire le dos. Et je sais qu'ils vont faire plus. Mais au lieu de leur promettre le plus, j'ai promis 5 000. Sur ma page de vente, c'était 5 000. Moi, les gars voyaient ça, ils se disaient, bon, il me promet un petit truc, vas-y, on va voir ce que ça donne. On commence le truc, 3 semaines après, il y avait, je crois, 6 personnes dans la cohorte. La première personne avait fait 12 000. La deuxième avait fait 15 000. La troisième avait fait 8 000. Une autre avait fait 26 000. Tout le monde avait fait plus de 5 000 euros. Ça, littéralement, 3 semaines après, tout le monde avait fait plus de 5 000 euros. Et il y a des gens qui avaient fait 26 000 euros en 3 semaines. Et là, les gars ont commencé sans que je leur demande, pas faire de pause, pas parler de moi, nanana et tout. Et je récupère les témoignages après. Et sans demander aux gars, tous les gars dans les témoignages, ils sont en mode, ah, Benny nous a promis 5 000 euros. En 3 mois, en 3 semaines, j'ai fait 12 000 euros. Tu vois un peu? Du coup, ça crée un témoignage avec un peu un X-Factor. Tu sais, un X-Factor, genre, on fait ce truc spécial où le gars se dit, mais c'est un peu comme si le témoignage est encore mieux qu'un témoignage basique de, ouais, il nous a promis 5 000 euros, vas-y, on a fait 5 000 euros. Ça, c'est genre, ok, il a délivré. Mais quand le gars te dit, en 3 mois, il était censé faire 5 000, et là, il fait 12 000, en 3 semaines, il a dit, ah, ok. Il y a un truc, quoi, tu vois. Et c'est bizarre, j'ai remarqué que quand tu surdélivres comme ça, après, tu peux, je sais pas dire, tu peux vendre quoi que ce soit au gars, mais le gars, il achète. Oui, bien sûr. Tu n'as plus besoin de trop parler. C'est incroyable. Si tu veux avoir un business qui surperforme, il faut que tu enrichisses tes gars. Il faut que tu sois dans un système dans lequel ils ont intérêt à faire du business parce que ça leur permet de gagner plus que ce que tu leur donnes naturellement. L'être humain est comme ça. Je veux dire, c'est la carotte et le bâton. Je veux dire, je te donne plus de business, mais à la fin de la journée, on gagne plus. Et il faudrait qu'ils comprennent bien qu'il a intérêt à aller chercher ce business plutôt que de faire ces petits gombos dehors. Moi, c'est ce que je dis à mes gars.
quand vous avez un mariage ou autre, ramenez-le dans la boîte. Vous allez pouvoir utiliser un matériel que vous n'avez pas à titre perso. Ça va vous éviter d'essayer de voler mon matériel, aller là-bas, ça se casse, on va avoir des problèmes pour rien. Et puis surtout, autre point, quand tu finis une prestation, c'est des heures et des heures de montage. Plutôt que d'essayer de faire ça la nuit quand tu rentres du travail, tu vas le faire ici au bureau parce que ça rentre dans tes heures de travail. Donc, et c'est du win-win à la fin. Tu ramènes un marché, tu as une commission qui est intéressante là-dessus. Et moi, ça fait travailler le matériel, ça permet de X. Donc, tu crées un écosystème favorable dans ta boîte dans lequel les gars peuvent gagner de plus en plus. Moi, je fais ça avec tous mes collaborateurs. Tu ramènes du business, tu es incentivé là-dessus. Tous mes collaborateurs. Intéressant. Ils ont intérêt à ce que la boîte performe bien, quoi. Parce qu'on gagne tous à la fin. On gagne tous à la fin. Et tu as d'autres business comme ça. Je veux dire, tu peux faire de la location du matériel. Tu peux faire, je ne sais pas si tu as des drones ou autres. Tu peux faire plein de choses derrière cet univers. Avant même d'aller dans un autre domaine, tu as déjà plein de petites niches comme ça que tu peux lancer, en fait. Lancer, explorer. Mais ça peut toujours rester sur le même label, non? Sur le même nom. Ce sont des détails marketing. Tu peux décider que tu as ce studio et quand tu vas te rendre compte que ça commence à bien performer, tu peux aller même plus loin. Tu vas louer un autre studio plus loin, plus pour faire du podcast, mais peut-être pour enregistrer des émissions. Tu peux décider maintenant que... Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire que ce serait bien qu'on reflète une sorte de collaboration entre créateurs de contenu, mais tu peux même... Et ça, je crois qu'il y a de l'avenir là-dedans. Tu peux aider les boîtes à créer des podcasts. Aujourd'hui, les boîtes doivent apprendre là, par exemple, maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on a pris le haut, on est au deuxième, on a pris le troisième. Et ce que je suis en train de faire sur le troisième, c'est uniquement aller dans le corporate, par exemple, maintenant. Tu vois, où on aide les boîtes à créer des émissions. Et ça, ce ne sera pas locatif. C'est-à-dire que ce qu'on fait en haut et les décors qu'on place, ce ne sera pas des décors que les gens pourront booker sur le site comme on book les décors qui sont ici. Ce sera uniquement pour la cible corporate, en fait. Donc, on les aide à créer le truc. Et c'est des décors, c'est des trucs qui sont vraiment designés pour le corporate. Pas des trucs qui sont très actuels, un peu, tu vois, les décors qu'on a, c'est très actuel. Mais des trucs qui sont un peu classe dans le corporate. Et on fait des partnerships avec eux. On les aide à monter leur émission, post-pro de ça, distribution, tous ces trucs et tout. Ouais, clairement. Donc, tu vois que tu restes dans ton secteur. Dans le secteur d'activité, ouais. Tu n'as pas fini d'explorer ta niche avant d'aller faire les Airbnb. Tu peux. Mais sache que tu as encore des choses à faire d'abord. Toi, tu conseillerais de faire ce genre de truc, ce genre d'investissement bien après, c'est ça? Si tu as déjà commencé, tu as déjà commencé. Mais après, ça dépend de ton profil. Mais je pense que tu peux continuer d'explorer quand même ce que tu es en train de faire là maintenant. Parce que ce sont des choses qui s'auto-alimentent. C'est-à-dire quand quelqu'un vient ici, par exemple, Firmin, par exemple, il a un business, il est avec toi dans cette émission, mais peut-être que finalement, ça peut l'intéresser quand même d'avoir une émission dans laquelle il ne parle pas avec toi, il ne parle que du graphisme, ainsi de suite. Et tu as entendu, hein? C'est un exemple. C'est un exemple. C'est pas une exemple. Où est ma commission? Mais tu n'es pas apporté d'affaires. Tu vois? Vas-y. Mais en fait, le truc qu'on appelle le risque, le risque avec en fait la diversification là et tout, je trouve que souvent nous les jeunes entrepreneurs en fait on est très pressés en fait pour diversifier. Là on cherche en fait toujours les opportunités. Là en fait d'abord de s'asseoir. Voilà, au niveau en fait que ce soit assez solide avant de se dire ok on va aller ici, on va aller chercher plus de choses en fait. Oui, c'est ça les réflexes. Moi je me suis fait la réflexion pas plus tard que la semaine dernière en me disant mais moi, j'ai fait beaucoup de choses automobiles et autres, mais ce n'est pas des business, comme je vous ai dit, que je fais pour du long terme. C'est des business que je fais juste pour démontrer qu'il y a de l'argent, en fait. Ah bon? Mais je ne compte pas faire de la location auto. Non, pas du tout. C'est juste pour la chaîne YouTube, tu penses? C'est pour la chaîne. Non, c'est pour vivre. Je veux dire, je vis à Abidjan, le coût de la vie est très cher. Il fallait que j'ai 2-3 activités qui permettent de vivre paisiblement sans avoir à se prendre la tête. Du coup, je suis allé là-dedans et c'est rentable. Mais ce n'est pas des choses que je veux faire à long terme. Tu ne vas pas me voir aller avoir 500 voitures, pas du tout. Ça me permet de vivre convenablement et voilà. Mais par contre, je me suis fait la réflexion de Philippe, tu es quand même dans le pays numéro 1 en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que 90-95% de ma clientèle est en Occident. Mais pourquoi je laisse le marché local? Alors que j'ai une notoriété incroyable sur le marché local. Donc, maintenant, on s'est dit... On va attaquer le marché local avec des offres locales. En plus, maintenant que je suis local, je sais où on gagne de l'argent. Je sais comment on gagne de l'argent sur place. Et je vais maintenant créer un contenu beaucoup plus orienté pour le marché local. Et l'objectif derrière, c'est d'apparaître dans l'esprit des gens comme le référent numéro 1. Quand on veut parler de business, si tu veux gagner de l'argent, va voir Philippe. Et je veux avoir cette
réputation-là dans nos pays maintenant, auprès des jeunes cadres qui vont plus juste voir en moi le gars qui donne des idées de business, mais le gars qui t'accompagne. Donc, et ça reste dans ma niche de formation. Il y avait les formations en ligne. Maintenant, il va y avoir des formations à la carte. Il va y avoir des formations au bureau. Il va y avoir des formations... Parce qu'il y a des gens qui... Il est à un niveau là où il te dit que c'est toi qui dois venir dans son bureau. Il ne peut pas sortir pour venir à ton bureau. On voit que lui, grand DG, qu'est-ce qu'il va faire chez Philippe là-bas? Ça veut dire qu'il veut déjà investir dans les poulets. Il veut faire ça discrètement. Donc, tu dois penser à tout ça dans ton équation. J'ai envie d'aller explorer ça parce que là encore, c'est un marché dont je ne connais pas la profondeur. Mais quand je fais des formations à Abidjan, que tu fais à 1 million le ticket VIP, j'ai eu des formations où il y avait 15 personnes qui étaient à 1 million le ticket VIP. Chaque personne paye 1 million. Chaque personne. Incroyable. Pour juste une soirée. Pour juste une soirée avec moi. Donc, si je vous sors l'enveloppe, la facture ici maintenant. Ça, c'est incroyable. Et pour finir, dernière question, c'est sur le média. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, j'ai remarqué que la plupart des business que tu fais, ça tourne autour de ton média. Et ça t'aide, en fait, à avoir, voilà, genre vraiment fait la promotion de tout ce que tu veux. Après chaque vidéo, ce qui est incroyable vraiment dans ta promotion, c'est que quand tu commences cette vidéo, tu dis de quoi on va parler. Et après, quand le générique passe, alors, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous recherchez. Il ne faut pas avoir honte de vendre. De vendre. Il ne faut pas avoir honte de vendre. Et pourquoi je fais ça dans chaque vidéo? Parce qu'il y a toujours des gens qui te découvrent dans cette vidéo. Dans cette vidéo. Ouais. Toujours. Et rien que grâce à cette pub organique, mes vidéos tournent, mon business tourne. Naturellement. On est full dans plein de nos business grâce à cette pub organique que je fais dans chaque vidéo. À quel point, la question c'était de savoir à quel point tu penses que tout entrepreneur, parce qu'on est tous des entrepreneurs ici à la table, c'est important, capital pour nous de développer notre média, genre un média ou une audience ou une communauté. En 2025, tout le monde doit être sur les réseaux. Tout entrepreneur qui se respecte doit être sur les réseaux, en organique et en publicitaire. Parce que ça, c'est la partie où les gens sont très faibles, la partie publicitaire. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être sur les réseaux sociaux en 2025. C'est un suicide. Tu as tellement de clients là-dedans qui t'attendent que tu vas... Chacun d'entre nous connaît le pouvoir d'Internet. Et je ne comprends pas pourquoi les gens n'y mettent pas beaucoup plus d'énergie. Mais je pense que parfois, nous sommes freinés par la peur du candidat. On va dire, mais lui, il fait trop de vidéos. Celui qui dit ça, c'est un loser. À quel moment tu accordes de l'importance à un loser? Je dis, ce gars-là, il ne connaît rien au business. Pourquoi tu l'écoutes? Et les petits commentaires, parfois, de petits tocards nous font réfléchir, de l'énergie. Non, c'est des tétards. Moi, je les appelle des tétards. C'est des gars qui n'ont rien compris du tout. Il va leur faire boire de l'acide bientôt. mais concrètement, on se laisse parfois pénétrer. Mais moi, je pars toujours du principe que derrière un commentaire, tu ne sais pas qui c'est. En fait, dans 90% des cas, si tu voyais même le gars qui avait commenté en face de toi, tu n'allais pas lui répondre. C'est vrai. Peut-être que c'est un gars qui a piqué le téléphone de sa maman, il a 14 ans. Et il est en train d'écrire sa maman, ne le voit pas. Ça s'appelle Neftot 224. Voilà. Parce que moi, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des lives. Jamais cet état ne sont venus en live pour me poser ce genre de questions. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, ils savent que ça n'a aucun sens de poser ce genre de questions. Et c'est toujours, comme je dis, c'est toujours des gens qui n'ont rien fait, qui trouvent... Quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a réussi, ne va jamais parler comme ça. Ouais. Parce que les gens qui ont réussi connaissent le chemin par lequel on passe. Ils connaissent les efforts que l'on fait. C'est toujours des gens qui n'ont rien fait, qui croient qu'ils peuvent donner des leçons aux gens. Et quand tu lui poses la première question de « Mais toi-même, tu fais quoi ?» Tu te rends compte que tout ce qu'il fait, c'est avoir le panari à force de taper sur le clavier pour faire des commentaires sur Internet. Panari. Donc, non, il faut avoir il faut être conscient que tu apportes de la valeur, que tu as des gens qui comptent sur toi. Et puis surtout, ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des gens qui veulent être comme vous. Pourquoi est-ce que les gens te suivent? C'est parce qu'ils veulent être quelque part comme toi. Tu les inspires suffisamment pour qu'ils veuillent te ressembler. Focalise-toi sur eux, travaille avec eux, apporte-leur des résultats et ils t'enrichiront. Et nous, on se laisse descendre par la première personne ou les premières personnes qui viennent nous critiquer. Bloque-le. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Bloque. Parfois, ils peuvent être nombreux. Hein. Bloque-les tous. Ils sont nombreux. Tu les bloques tous. Et quand ils parlent en groupe mal de toi, tu fais comment? Tu les bloques tous. Ils parlent en groupe où de toi? Sur Internet, par exemple? Mais oui, le problème.
Tant que tu ne vas pas. Ouais, tu as l'impression qu'il touche ton image. Non, oui, mais moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a insulté comme moi sur Internet? Je parle toujours d'un principe simple. Les personnes intelligentes parlent des idées, les personnes moyennes parlent des événements et les cons parlent des gens. Tout. Si des gens se réunissent pour parler de toi, ça veut dire qu'ils ont admis que tu es tellement plus loin qu'eux. C'est-à-dire que tu es tellement plus loin que sujet pour le eux. seul moyen pour eux Et en plus, le pire, c'est que c'est ce que les gens ne réalisent même pas. Quand tu te retrouves pour parler comme ça négativement de quelqu'un, tu n'attires que des haters. Tu n'attires que des haters. Et avec les haters, tu ne peux rien bâtir. Parce que le jour où le haters de l'autre sera ton haters demain. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que le jour où sa tête va tourner sur toi, Eh, tu es mal barré. tu te dis, mais gars, on était ensemble, non? On les critiquait ensemble, non? Fous-moi le camp! Salopard! Salopard. Tu peux rien faire avec eux. C'est le mindset, en Pour vrai. toi, il y a des gars qui ont fait carrément un business model. Bien sûr, c'est parler de Qui est choses de pas mal. critiquer en fait. Bien sûr, bien Qui sûr. a de parler de Ouais. Ça me- Ouais. Ce n'est que quand ils parlent de moi qu'ils ont de l'attention. Moi, la première fois, ça m'est arrivé très récemment. J'étais choqué au début, tu vois, d'avoir autant de personnes. Quand tu tapais mon nom, j'étais tendance. Ça m'était tendance, tu vois. C'est la première fois que ça m'est arrivé. J'étais en mode, mais comment autant de milliers de personnes peuvent se mettre pour parler de quelqu'un? Oui. Juste parce qu'en fait, d'abord, ils sont pas contents de ta réussite. Ils sont pas contents que tu l'affiches. Est-ce que je dis que je l'affiche? Mais ils sont pas contents de ce que tu montres, du succès que tu as. Et donc, ils en parlent mal. Ils trouvent que c'est pas logique, il y a quelque chose de louche. C'est que pour eux, quand tu réussis, Tu es un malhonnête. c'est que tu es malhonnête, que tu as arnaqué quelqu'un, c'est que tu arnaques Malo. des Tu es un gens, tu vois, malo, tu es un forcément, quoi. escroc. Tu es un escroc. tu Non, vois. mais non, après, c'est parce que vous êtes en Afrique et que c'est un truc. Moi, tous les gars qui racontent des bêtises sur moi, je les amène au tribunal. Hein. Pendant longtemps, je laissais faire. Mais ça, c'est fini. Parce que maintenant, j'ai de vrais avocats. Ah, ok. Dans le travail, moi, j'ai les avocats de Drake. C'est comme ça que je parlais. Non, ça va pas dans le shot, là. Ça dit dans le shot, on va mettre C'est l'image de comme trucs comme ça ça. que on je va parlais. dire. Mais maintenant, j'ai mes avocats. Et ça, c'est leur boulot maintenant. Dès que tu parles de Philippe Simo, Ah, on bizarrement, t'envoie là, quelque on chose. te retrouve directement au tribunal. Tu vas nous expliquer ça là-bas. Mais tu penses que nous, on peut le faire déjà à notre niveau aujourd'hui, non? Ah, c'est compliqué ici. C'est C'est compliqué on a parce pas- que on a la pas. justice, c'est Ouais, lent. c'est lent, tout ça. ouais. En France, aux États-Unis, c'est systématique. Ouais. Je te porte plainte, on te retrouve, on t'amène au tribunal. Et quand tu es devant le juge, tu commences à bégayer. Bégayer. C'est tout. Parce que le plus, ce qui est le plus drôle dans ça, c'est que les gens qui viennent faire le courage sur Internet, j'ai déjà eu quelques-uns au tribunal, ils sont doux comme des... On te dit que ce gars-ci peut faire du mal à Tu vas quelqu'un. dire Non, jamais. jamais. Lui, Il supplie même. il arrive devant le juge. Je me rappelle d'un d'entre eux. On était allé au tribunal. Il arrive devant le juge. Il disait que je l'ai diffamé un journaliste. Enfin, un journaliste. Il dit qu'il est journaliste. Il n'est plus journaliste du tout. C'est parce que tu es journaliste quand tu as une carte de presse. Il n'a plus de carte de presse. J'ai dit qu'il n'est pas journaliste. D'ailleurs, je le redis même. Il s'appelle Jackie Moifo. Il n'est pas journaliste. Il n'a plus de carte de presse. Et tu sais comment il vient tu sais ce qu'il fait pour démontrer qu'il est journaliste? Il vient montrer des travaux qu'il a fait en 1900, je ne sais plus trop combien. Joe, montre ta carte de presse en 2025. Montre ta carte de presse en 2024. Impossible. Pourquoi quand on dit que tu n'es plus journaliste, ça te fait du mal? Tu n'es plus journaliste. Tu ne travailles pour aucun média affilié. Moi, je ne suis pas journaliste. J'ai un média qui a plusieurs millions d'abonnés, mais je ne suis pas journaliste. Est-ce que le fait de créer du contenu veut dire que tu es journaliste? Bon, bref. Donc, je dis donc ça à ce moment-là. Et en plus, à l'époque, il y avait la polémique de l'IEP-Limal, la pyramide de Ponzi. Ce monsieur-là faisait la promotion de l'IEP-Limal. Je ne le savais pas. Il m'invite sur son média pour me piéger. Et pendant notre interview, il me pose des questions à charge sur l'IEP-Limal. Oui, mais comment tu peux critiquer ça? Tu ne connais même pas le gars qui est derrière. Et moi, dans mon esprit, je pense que je suis en train de parler à quelqu'un de neutre. Qui, comme vous là, qui me pose des questions. C'est plus tard que je vais découvrir que ce gars-là, c'est un gars qui est dans le système, qui lui-même recrute des gens pour cette arnaque-là. Et en plus, qu'il promeut d'autres systèmes comme ça qui, à la fin, vont se révéler être des pyramides de Ponzi. Mais ça, je ne savais pas à ce stade-là. Donc, il fait une vidéo dans laquelle il essaie un peu de me dénigrer en montrant que, attendez un peu, Philippe qui critique ça, il ne sait même pas de quoi il parle. Parce que moi, je n'investis toujours pas dans les crypto-monnaies. Donc, je n'étais pas forcément techniquement calé là-dessus pour répondre techniquement sur tout. Mais ensuite de ça, le gars, il sort une histoire, ainsi de suite. Et donc, je m'offusque donc contre ça. Et donc, je dis que ce qu'il raconte là, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Moi, je ne savais même pas que c'était quelqu'un qui était derrière cette histoire-là. Sinon, je n'aurais pas réagi avec
autant de calme. Parce que je reste que j'ai un gars ici en face de moi et on serait allé dans les vrais sujets. Il estime que je l'ai diffamé. Donc, il décide qu'il va aller au tribunal. Ok, d'accord. Donc, on va au tribunal. Et la partie qui m'intéresse, c'est que quand tu viens porter plainte à quelqu'un au tribunal en France, on te demande de consigner une somme d'argent. Pour dire que... Parce que sinon, c'est trop facile de porter plainte. Si tu portes plainte à quelqu'un, tu dois consigner une somme d'argent pour démontrer ta bonne foi et ton sérieux. Parce que les juges vont quand même se pencher sur ce dossier-là. Si tu perds, tu oublies l'argent que tu as consigné. Il te retourne pas ça. Il te retourne pas. Et donc, cette consignation est donc faite sur la base de tes revenus. Ça à peu près combien? Non, c'est sur la base de tes revenus. Ok. Et donc, à ce moment, donc, les juges lui demandent, bon, monsieur, on va donc parler de la consignation et autres. Le gars explique au juge que non, vraiment, que le Covid l'a complètement mis à terre, qu'il n'a plus rien. Il me demandait, je crois que c'était 75 000 euros. Parce qu'il est diffamé. Même le président de la République, c'est pas 75 000 euros. Il me demandait 75 000 euros parce qu'il est diffamé. Mais quand on commence à lui poser donc des questions que, bon, par rapport à tes revenus, il dit que non, vraiment, qu'il n'a plus rien, que la vie est très dure, que les vidéos qu'il a fait avec moi ont contribué à le mettre à terre complètement. Et mon avocat demande que, gars, mais donc tu n'as pas d'argent et tu veux que quelqu'un te donne 75 000 euros parce qu'il aurait mal parlé de toi. Je veux dire, à un moment donné, c'est là où tu te rends compte que pour certaines personnes, tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent. Parce qu'en fait, j'ai eu une ancienne modératrice de ma chaîne, pareil, qui s'est amusée à aller raconter des choses sur moi sur Internet, à qui j'ai porté plainte. Les juges ont examiné les dossiers. C'est-à-dire, je ne comprends pas, je comprends la malhonnêteté des gens. Mais cette dame-là, elle est au tribunal. On est allé devant un juge. Le juge a vérifié ses documents. Cette dame a reconnu devant le juge qu'elle a fraudé, qu'elle a fait des faux documents. Devant les juges, elle l'a dit qu'elle a fait des faux documents. J'étais là. Qu'elle a fait des faux documents, qu'elle a triché. Les juges l'ont condamnée. Elle ressort de là. À la prison? Non, on l'a condamnée à... Non, une amende. On l'a condamnée à une amende symbolique de 1 000 euros. Elle ressort de là. Elle revient sur Internet. Elle se plaint encore. Elle continue de se plaindre. Que non, vraiment... Et là, c'était quoi ces arguments? Non, que les juges se sont trompés. Les juges se sont trompés. Et tu as des gens sur Internet. C'est là que je vais t'amener à comprendre que il y a des gens qui vont te détester sans te connaître. Parce que ce que tu reflètes leur prouve qu'ils ont échoué. C'est ça le problème. C'est que ta lumière va leur montrer... En fait, ta lumière éclaire leurs ténèbres. Le fait qu'ils voient quelqu'un comme toi, de jeune, beau physiquement, et qui a en plus une réussite financière, ça leur rappelle qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Ou qu'ils seraient en train de passer à côté de quelque chose. Plutôt que d'admettre ça, de se mettre au travail, ils prennent le raccourci de se dire, c'est parce que tu as triché, donc tu es méchant, donc il faut qu'on t'attaque. Moi, j'ai décidé que je n'allais plus laisser passer ce genre de choses. Donc, systématiquement, je leur porte plainte maintenant. Et c'est tellement truc parce que les histoires de justice, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend le temps que ça va prendre. Mais j'ai appris une chose avec l'expérience dans la vie, justement, c'est que il faut être patient. La patience est une vertu. La patience est une vertu incroyable. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est que chaque fois qu'ils font une vidéo, ils rajoutent des motifs d'accusation. Ils ne savent pas. Chaque fois. Ça dit que chaque fois qu'ils font une vidéo... Tu as ces éléments à charge Bien contre sûr, eux. les avocats ne font que noter. Et les plaintes se cumulent. Là, au moins, je parle, il y a peut-être 4 ou 5 plaintes sur chacun d'entre eux. Et je pense qu'ils viennent juste de recevoir la première. Donc, ils ne savent même pas quelle est l'avalanche qui va venir par la suite, quoi. Mais c'est-à-dire, Machiavel avait dit, tu peux inspirer l'amour ou la crainte, mais s'il faut choisir, choisis la crainte. Et je pense qu'à un niveau, on va en arriver à un stade où on va dire à quelqu'un que prononce encore le nom du gars là. Ils vont dire non. Ils vont dire non. Parce que je sais comment ça s'est terminé. On va dire que Philippe est méchant. Parce que vu ce qu'on est en train de préparer, la machine qui va s'abattre sur eux, on va dire que je suis méchant. Parce qu'on n'est pas dans des républiques bananières. Il y a une vraie justice en France. Il y a de vrais avocats. Il y a un vrai tribunal. Tu fais ça aussi en Afrique? Non. Tu comptes ici qui ici. Tu regardes le tribunal de Cotonou, de première instance de Cotonou. Oui, mais je me dis, si les gens te diffament comme ça en Afrique et tout. Non, si je sais qu'il y a un système de justice, oui, je t'amène.
Non, moi, si on n'en a pas vraiment en Afrique. Donc, ça va être une perte de temps. Ça va être une perte de temps. Okay. Ça va être une perte de temps. Donc, tu laisses tomber, comment tu règles ça? Non, moi, les gars qui me diffament, la plupart des gens qui me diffament sont en Europe. C'est ça qui est bien aussi. Ils sont au bon endroit. Ils sont au bon endroit. Et donc, maintenant, on va aller devant des juges. Les premières audiences sont en juin. Et ce que je vais faire, c'est que quand les dates, parce que j'ai déjà les dates, mais j'attends juste un peu, je vais donner les dates publiquement. Parce qu'il faut que les gens viennent au tribunal, entendre ces gens-là se défendre. Parce que les audiences sont ouvertes. Les gens peuvent venir et entendre. Et c'est là où tu vas voir le pseudo-courage des gens s'effondrer. Parce que le juge que tu as en face de toi, il n'est pas là pour jouer. C'est son job. Bien sûr, il n'est pas là pour jouer. Et s'il se rend compte que tu enfreins la loi, il peut décider de te mettre en prison. Donc, c'est pas un jeu, quoi. Et l'idée pour moi, c'est que les gens comprennent bien que Internet, c'est pas un jeu. C'est pas une cour de récréation là où tu peux dire et insulter les gens indéfiniment. Et moi, j'encourage les créateurs de contenu à ne pas se laisser faire. Quelqu'un te manque de respect, quelqu'un t'insulte, amène-le au tribunal. Fais-le condamner. Avoir un casier judiciaire, surtout pour les gens qui sont salariés, ça t'élimine de beaucoup de choses. Fais-le condamner. Et une fois qu'il est condamné, envoie ça à son employeur. Waouh. Pour que son patron sache que son salarié, c'est un délinquant. C'est-à-dire, il y a tellement de trucs, mais bon, les gens sont... parce que je veux dire, quand quelqu'un est à la recherche de la vérité, il a un certain discours. Mais quand quelqu'un est là pour la tentative de te salir, parce qu'il faut bien que vous ayez conscience de ça. On a mis des années pour se bâtir une réputation en faisant un certain travail. C'est pas normal qu'un Tentama sorte de nulle part et qu'il essaye de venir anéantir 3 ans, 5 ans, 7 ans, sur la base de calomnies qu'il ne peut même pas justifier. C'est pas normal. Parce que au début, quand certains d'entre eux ont fait ce genre de choses, j'ai laissé tomber en me disant, bof, je ne vais pas leur accorder de l'importance. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'ils prennent la confiance. Et ils finissent par penser que c'est un mode opératoire. Comme quand tu prononces mon nom, ça te crée un peu de vue. Ils rentrent dans le mécanisme de maintenant alimenter la machine matin, midi, soir, de conneries en plus. Je veux dire, si tu te poses 15 minutes, tu te rends bien compte que ce qu'ils disent ne tient pas. Mais ça leur donne un peu de visibilité. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui, sur Internet, ils sont prêts à tout pour être un peu visibles. Un peu visible. Et c'est triste. Moi, vraiment, ce qui me touche dans tout ce que tu as dit, vu que j'ai vraiment vécu ça personnellement, d'éléments, c'est la partie d'accepter qu'il y a des gens à qui tu n'as rien fait de mal, mais qui vont quand même bien sûr te détester parce que ta lumière dérange. Mais regarde, c'est simple. De toutes les personnes qui sont venues parler, est-ce que tu as eu un seul de tes clients? Non. Tu as ta réponse. Les gens qui parlent mal de toi n'ont jamais pris un produit chez toi. Ils ne te connaissent même pas. Ils ne te connaissent pas, ils n'ont jamais travaillé avec toi. Ils ne connaissent pas le sens de ton professionnalisme ou pas. Même ils ne comprennent même pas ce que tu proposes. Ils débitent juste leur haine par rapport à leur misère. Je te dis, tu as un miroir. Quand ils te voient, ils réalisent qu'ils ont échoué. Ou qu'ils sont en train d'échouer. Et plutôt que de se mettre au travail... Un truc qui m'a fait rire, je vais finir par là, c'est que je me rappelle, je ne sais pas à qui j'ai dit ça, c'est à toi j'ai dit ça quand je suis rentré. Donc, en fait, j'étais en Côte d'Ivoire quand tu étais arrivé. Je ne sais pas si Nabou t'a envoyé une vidéo, je ne sais pas si tu as envoyé ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, elle m'a dit que tu lui avais ramené un paquet. Truc ah, et tout, voilà, moi. Oui. Elle se foutait de ta gueule un peu et tout. Oui. En fait, j'étais parti en Côte d'Ivoire pour une formation en corporate. Il y avait 150 DG de grandes entreprises, directeurs commerciaux, des commerciaux, etc. Et je rentre dans la salle, c'est une formation sur 2 jours au Sofitel. J'interviens sur le closing. J'étais venu le mardi et le mercredi. Philippe, tout le monde dans la salle savait c'était quoi le closing. Genre à Abidjan, tout le monde savait c'était quoi le closing. À Cotonou, personne ne sait ce que ça veut dire. Quand je vais en formation, je dois définir c'est quoi. Et les gars sur Internet se disent, ce gars, il parle de closing, oh, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est forcément une arnaque. Et j'étais choqué, en fait, de voir que quelques jours avant, j'ai des gars, parce qu'ils ne sont même pas capables d'aller sur Internet, de rechercher ce que je fais, de comprendre ce que ça veut dire, viennent dire, oh, ce truc, ça ne veut rien dire. Qui vous connaissez, qui fait ça ici, qui gagne l'argent? Lui, c'est le seul qui fait ça, qui gagne l'argent. C'est forcément une nouvelle façon d'arnaquer les gens. Et je vois que c'est des ignorants. Et donc, les ignorants, avec les ignorants, ils en parlent. Et je me retrouve quelques jours après à Abidjan dans une formation du genre. Et avant que je ne prenne la parole, j'ai l'impression que j'ai rien à apprendre à quelqu'un ici.
une façon de parler, quoi, Non, tu bien vois. sûr, tu avais des sachants. Et j'avais des sachants, en fait. Tu vois, comme tu parlais tout à l'heure, et tu me dis, j'apprends que, en fait, depuis des années, tu travailles avec des closers et tout, etc. Tu vois. Vu que c'est quelque chose sur laquelle on n'a jamais mis de lumière avant, beaucoup de personnes n'y connaissent pas. Donc, ils viennent de découvrir, donc ils se disent, on vient de découvrir le truc et ça marche autant pour lui. Ah, c'est clair que c'est pas. C'est normal. C'est pas truc là. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes ça dans le sens où ça fait partie de. On dit chez nous qu'on ne lance pas des cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Qui n'a pas de fruits. Ouais, c'est ce que tu m'as dit là. Il m'a dit, c'est parce que l'arbre est mûr. Quand tu ne représentais rien, tu n'intéressais personne. Exactement. Maintenant que tu représentes quelque chose, il y a des gens qui t'en veulent, qui veulent t'attaquer, ainsi de suite. Mais ça fait partie du game. C'est parfaitement normal. Ça fait partie du game. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Ça fait partie de ton fardeau que tu dois porter. Mais ce qui est bien dans cette histoire, et c'est pour ça que c'est important que tu sois dans une logique long terme, c'est que tu sais que dans 10 ans, tu seras encore là. Ouais, ça c'est ce qui est fou. Ouais. Dans 10 ans, je suis encore vivant. Je serai encore là. Ça, c'est ce qui est fou. Ouais. Ils ne peuvent pas être là dans 10 ans. Ouais. Et c'est pourquoi je dis, le temps nous donnera raison. C'est ça le game, en fait. Et en fait, les gars me voyaient dans la voie, ils me disent, mais pourquoi t'es pas touché? Ils ont parlé de moi de ça. Je dis, pourquoi je serais touché? Par contre, ce que je vous conseillerais de faire, après, ça dépend du truc, mais il faut éviter d'être en contact avec ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'écoute pas les contenus de ces haters. Je ne sais pas du tout ce qu'ils disent, fondamentalement. Parce que ça peut te saper le moral. Ouais, surtout que c'est la première fois que ça t'arrive, moi, je m'en fous maintenant. Je veux dire, mais, tu es habitué. Mais voilà, il faut surtout, quand tu es jeune dans ça, il faut te couper de ça pour que ça ne puisse pas arriver jusqu'à toi. Et tu vis ta vie normalement. Je veux dire, c'est comme tout. Si tu vois t'as 1000 commentaires, tu en as 100 négatifs, 900 positifs, tu te souviendras juste des négatifs. Mais il faut les bloquer. Il faut les bloquer systématiquement. Toi, tu continues de bloquer toujours aujourd'hui? C'est pas moi qui bloque, mais je sais pas qui bloque. Mais tu as des gars qui bloquent, je veux dire. Bloque. Il n'y a même pas de... Quand quelqu'un est dans une logique de « je veux apprendre », on lui explique. Quand il est dans une logique de « je veux t'insulter », Dieu, on va faire ça ailleurs. Parce que le pire, c'est que les mêmes qui t'insultent sont abonnés à chacune de tes vidéos. Ouais. Et c'est eux qui regardent chacune d'entre eux. Et quand tu les bloques, mais ils vont créer un nouveau compte. Hein. Pour vouloir encore regarder. Juste pour casser fonctionnalité, maintenant, tu peux bloquer la personne et bloquer. Et tous ces comptes. Tous les comptes qu'il va créer. Et parfois, sa génération. Sa génération. Moi, il y a des gens, et parfois, il fait des posts pour dire que tu l'as bloqué. Et il vient maintenant me retrouver sur YouTube, me dit s'il te plaît, excuse-moi, j'avais dit ça, débloque-moi. Il y a des gens qui vont faire des posts, tu vas voir après derrière avec un autre compte, ils font des posts, ils disent ah donc comme ça il m'a bloqué quoi. Et il fait des posts, maintenant ça devient une raison. Mais il n'y a pas de problème, je t'ai bloqué. Mais en fait, le truc c'est que mais ton avis ne compte pas en fait. Tu intéresses qui? Personne. Nobody. Si tu avais quelque chose à dire au monde qui intéressait le monde, ça se saurait. Tu as une communauté autour de toi qui te soutient, qui t'encourage, ainsi de suite. Tu ne représentes rien, tu ne dis rien d'intéressant aux gens. Tout ce que tu fais, c'est venir critiquer sans aucun fondement. Va faire ça ailleurs. Va faire ça ailleurs. Mais comme je vous dis, bien souvent, si tu vois même qui est derrière, tu vas te rendre compte que c'est des gars qui sont pas... qui ne méritent pas ton attention. Non, la plupart, je dis bien, la totalité des gars, je dis, la totalité des gars qui critiquent, c'est des gars qui ne peuvent pas discuter avec moi en tête à tête. En tête à tête, ouais. Ils ne peuvent pas tenir, je veux dire. Ils n'ont pas de structure intellectuelle, ils ne peuvent pas tenir de manière argumentative. L'un d'eux était venu une fois d'ailleurs sur mon média. Il avait pris, je sais pas où, le courage. Il est venu sur mon média pour discuter, genre, ok, d'accord, comme moi je fais des lives, c'est vrai. Il est venu discuter sur moi. Enfin, il s'est ridiculisé complètement. Parce que chacun des arguments qu'il essayait d'apporter ne tenait absolument pas du tout. Absolument pas du tout. On m'a appris que l'un d'eux maintenant a dit qu'il faut qu'on fasse une collecte pour l'aider à payer un avocat parce que les avocats avec Philippe, ça coûte cher. J'ai dit, mais tu envoies une très belle information. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est comme tu as dit, au fur et à mesure du temps, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus parce que là... Il y en aura peut-être d'autres. Tu vas te réinventer. Mais moi, j'utilise beaucoup de matériel Apple. On critique Apple. Hein. Vous avez vu des gens qui critiquent Apple sur Internet? Quelle est la boîte qu'on ne critique pas? Il n'y a pas de boîte qu'on ne critique pas. Il n'y a pas de boîte qu'on ne critique pas. Il n'y a pas de vraie boîte.
Regardez tout ce qu'on dit sur Bill Gates en Afrique avec les vaccins, comment il veut tuer les gens. Oui, Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur Elon Musk maintenant, qui fait des signes bizarres. Il était choqué. J'ai vu, tu vois, dans son truc, dans la tête de Bill Gates, là, il y a un épisode qui était dédié à ça. Et il parlait de à quel point il était choqué du fait que, genre, en fait, son truc avec le vaccin en Afrique et tout, etc., les gens l'ont pris et c'est devenu un bad buzz mais, incroyable. Les gens disaient qu'il était, voilà, quelqu'un qui il veut tuer les gens. Voilà, tout ça. Et il discutait avec sa fille dans le truc et il essayait de demander à sa fille, mais comment est-ce que la génération d'aujourd'hui, ils peuvent croire des trucs bêtes comme ça, en fait. Et ça devient une traîne sur TikTok, des gens qui parlent mal de Bill et des gens militent. Oui. Tu te rends compte, genre, pour te dire, contre Bill Gates, pour dire qu'il veut tuer les gens, qu'on doit l'empêcher de faire. Oh, c'est incroyable. C'est sûr des trucs, il y a zéro fondement. Et dans le truc, en fait, il allait voir l'autre, là, le gars qui a créé Avatar, là, comment on l'appelle le producteur, le réalisateur de Avatar, là. Oui, Spielberg. Spielberg, voilà. Et le gars dit que il lui expliquait, en fait, comment est-ce que les bad buzz peuvent prendre cette ampleur-là, même sans aucun fondement. Mais bien sûr. Et c'est incroyable. Bien sûr. Il n'y a pas de fait. Il y a juste des petits racontages. Des rumeurs, ils mettent ça ensemble. Voilà, on dit après, il a fait un sourire dans telle vidéo, ça voulait dire tel truc. Jesus. C'est parce que vous partez d'un postulat qui est faux, c'est que les gens sont intelligents. Oui, c'est pas vrai. C'est pas. La majorité des gens ne sont pas intelligents. C'est vrai. La majorité des gens sont manipulables facilement. C'est vrai, je veux dire. Le système éducatif n'éveille pas les esprits à la critique, ainsi de suite. Au contraire, on a plutôt un système dans lequel les gens se préoccupent juste de la consommation. On abrutit un peu les gens avec 2-3 petites nouvelles. Donc, du coup, les gens n'ont pas un esprit de discernement très vif, très avancé. Et c'est aussi pour ça que les fake news se propagent facilement et rapidement. Très facilement. Parce que les gens n'ont pas un esprit de critique. Mais il y a des fake news. Quand tu vois ça, tu n'as pas besoin de vérifier, tu sais déjà que c'est faux. Tu sais déjà que c'est faux. Mais il y a des gens qui vont croire, qui vont partager. C'est incroyable. Les gars, franchement, épisode incroyable. Je vais prendre un mot de fin de chacun sur l'épisode, un dernier message que vous avez envie de passer. Et voilà. Hein. Parce que là, franchement, on est allé dans tous les sens. On a commencé par le voodoo. Let's go. 30 secondes chacun. 30 secondes chacun, vas-y. Oui, ce que moi je peux dire pour le mot de fin, si vous êtes entrepreneur, c'est juste que la première force que vous devez avoir, c'est de croire en vous d'abord. On va tout raconter sur vous quand vous allez commencer par avoir du succès. C'est normal, c'est logique. C'est une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas s'arrêter pour ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Pareil, hein, croire en soi, croire que tout est possible, utiliser la puissance de la visualisation pour conditionner son cerveau à réaliser ce qu'on désire. Et on va toujours raconter n'importe quoi, mais bon, la vie continue. Qui ne critique pas, les gens critiquent toujours Ronaldo, Messi. C'est clair. Tu vois, imagine ces gars. Bref, moi, ce que j'aurais à dire, c'est simplement en fait, de se bouger. Tu vois. Donc, on peut avoir les meilleures idées, on peut rester dans notre tête, se dire que, en fait, on a la meilleure idée, se trouver des excuses et tout. L'excellent moyen, en fait, le seul moyen pour pouvoir avancer, c'est bouger, en fait. Quand on bouge, on a l'équilibre et ça nous permet, en fait, d'avancer. On trouvera des solutions, en fait, au fur et à mesure qu'on avance. Quoi. Moi, un peu dans la même lignée, hein, ce que je dirais pour sortir d'ici, ce serait... Tu n'as qu'une seule vie, hein, je pense qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. On n'a chacun qu'une seule vie. C'est ce qu'on a reçu de plus précieux. Et je pense qu'il faut vivre une vie sans regret. Sans espérer se réincarner. Oui, il faut tout donner. C'est un peu comme quand tu as fini de faire une séance de sport ou dans laquelle tu sens que tu n'aurais pas pu faire mieux. Tu as tout donné. La pire chose qui puisse arriver, c'est finir sa vie avec des regrets. Il faut tout donner et partir d'ici en ayant le sentiment du devoir accompli. Je suis venu, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis parti. On a interviewé beaucoup de personnes en fin de vie qui ont toutes dit que ce qu'ils regrettaient, c'est toutes les choses qu'ils n'ont pas osé. Ce n'est pas les échecs. C'est tous les projets qu'ils avaient qu'ils n'ont pas osé. Ne partez avec aucun projet. Sortez tous vos projets. Testez toutes vos idées et allez au bout de ce que vous avez envie d'apporter. Et vous allez avoir un impact que vous ne soupçonnez même pas. Et comme ils l'ont dit, entourez-vous bien. Entourez-vous bien. Si vous êtes bien entouré, vous allez réussir. Si vous êtes mal entouré, je ne connais pas quelqu'un qui a eu du succès qui n'est pas critiqué. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui critiquent toujours sont toujours en dessous. Sont toujours en dessous de la personne qu'ils critiquent. Toujours. Donc, acceptez ça comme étant quelque chose d'absolument normal dans ce game-là. Mais surtout, pensez à vous-même. Pensez à l'héritage, à l'impact que vous voulez laisser, à comment vous voulez qu'on se souvienne de vous. La vie est courte. La vie est courte.
Et ça passe vite. Ça passe très vite. 2020, c'était hier. Covid. On est déjà en 2025. 2030, on croyait que ça n'allait jamais finir. 2030, ce sera demain. Donnez-vous, voilà. Vraiment, vivez une vie sans regret. Allez au bout de vos rêves et changez le monde. Merci à tous. Encore une fois, je pense qu'on a réalisé les 6. Avant de commencer le podcast, tu demandais c'est quoi le format, ces trucs et tout. Et en fait, dans le nom, le format est dans le nom. Tu vois, c'est une discussion informelle. Il n'y a pas de préparation. C'est pas une interview. On va dans tous les sens. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes. On discute de tous les sujets. Chacun partage son avis. Et je pense que c'est un exercice que moi, j'adore très bien parce qu'on apprend tous l'un de l'autre. C'est un brassage, en fait, tu vois. On apprend tous l'un de l'autre. C'est pas un monologue, c'est pas un truc. Et moi, j'adore ça. J'espère qu'il y aura encore plein d'autres épisodes. Si tu as des gens à nous recommander qui passent à Cotonou, on est ouvert. Et avant de clôturer, j'ai envie qu'on fasse ce qu'on a fait au début. Pour Philippe. Merci beaucoup, Philippe. C'était un plaisir. Et il est plus à présenter, filmer. Un plaisir de l'avoir encore avec nous. Un petit banc encore pour filmer aussi. Merci beaucoup à vous tous. Partagez l'épisode et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.